Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la protection de la nature en Afrique et au-delà. Dans cet épisode, nous recevons Monique Ndamé-Mioni, vétérinaire camerounaise, spécialiste de la faune sauvage et des chauves-souris, actuellement en poste au jardin zoologique de Garoua. Elle combine une solide formation scientifique à un engagement de terrain en matière de biosécurité, de surveillance des zoonoses et de conservation des espèces. Elle a participé au programme MentorBat qui renforce les compétences de jeunes leaders africains sur les liens entre faune, santé humaine et écosystème. Dans cet épisode, nous explorons son parcours inspirant, ses missions quotidiennes au sein du zoo, ses recherches en lien avec les zoonoses et la biodiversité, et sa vision de la conservation à travers une approche One Health. Bonne écoute. Alors, bonjour Monique Ndamé-Mioni, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Je vais vous laisser tout de suite la parole avec une première question. Pouvez-vous revenir sur ce qui vous a conduite à devenir vétérinaire et à vous spécialiser dans la faune sauvage et la recherche? Bonjour Hélène, merci déjà pour cet entretien, pour ce podcast, parce que c'est une valeur ajoutée également dans le monde de la conservation. Et merci pour votre question également. Ce qui m'a conduit à être vétérinaire, on va dire plus fruit du hasard, parce que au départ, étant au lycée, je prévoyais être médecin, donc faire dans la médecine humaine. Et alors, j'ai eu un enseignant de physique qui me disait, est-ce que tu auras le bac? J'ai dit oui. Il m'a dit, OK, qu'est-ce que tu voudrais faire? J'ai dit, je veux être médecin. Il a dit, et si tu es vétérinaire, ça ira, tu seras médecin. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Il a donc proposé à mes parents qu'il faudrait que je postule pour le concours. Finalement, j'ai eu le concours de médecine vétérinaire de Ngaoundéré, l'école de médecine vétérinaire, des sciences et de médecine vétérinaire de Ngaoundéré, où j'ai fait mon parcours, où j'ai fini mon parcours, j'ai soutenu. Et puis, j'ai fait le concours d'intégration également pour entrer à la fonction publique. C'est de là qu'on me déploie pour le ministère des Forêts et de la Faune. Le ministère des Forêts et de la Faune, c'est où je fais mon premier pas dans la conservation. C'est ce qui m'amène ici aujourd'hui. Et bon, au départ, j'avais un peu peur parce que à l'école, c'est plus la faune, c'est plus des animaux domestiques, c'est plus, mais j'ai eu beaucoup d'aînés qui m'ont encouragée. J'ai eu Docteur Mbida, Frédéric, qui avait déjà ses premiers pas dans la faune, dans la conservation, qui s'y connaissait. Il y avait également Docteur Eton qui était déjà au jardin zoologique de Yaoundé, qui m'a également encouragée en me disant que vas-y, c'est pratiquement la même chose que tu as apprise à l'école. Et ayant pris fonction au jardin zoologique de Garoua, j'ai également rencontré le conservateur Tadjou Serge Patrick qui m'a tenu la main et j'ai essayé de lui demander comment je peux faire pour m'intégrer dans la conservation. Et me voici. C'est un très beau parcours. Merci Monique pour cette introduction. Donc vous l'avez dit, vous travaillez aujourd'hui au jardin zoologique de Garoua. Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément la géographie du Cameroun, c'est une ville du coup dans la région du nord Cameroun, si mes connaissances sont bonnes. Mais vous allez nous en dire un petit peu plus. Et est-ce que vous pouvez aussi nous raconter quelles sont vos missions au quotidien? À quoi ça ressemble un quotidien d'un vétérinaire dans un jardin zoologique?
Ok. Le jardin zoologique de Garoua, Garoua, c'est une très belle ville située dans la région du Nord Cameroun. Elle, il y a un climat tropical sec et 8 mois 8 à 9 mois de sécheresse et 3 mois de pluie. Alors, au jardin zoologique, mes tâches en tant que vétérinaire, c'est déjà d'éviter la maladie. On dit qu'un bon médecin, c'est celui qui évite c'est éviter la maladie. Ça veut dire par des plans, établir un plan de prophylaxie pour permettre, pour permettre le suivi des animaux. Bon, je vais d'abord présenter les animaux qu'on a au jardin zoologique de Garoua. Nous avons des primates, à savoir les babouins. Il y a aussi euh, les félins. On a le lion, la hyène. Les oiseaux, il y a l'autruche, les canards sauvages. Il y a également le perroquet à queue rouge. Il y a aussi une tortue également. Il y a aussi une tortue, euh, des serpents. Et comme tâche majeure, comme j'ai dit, c'est d'éviter la maladie, prévoir un plan de prophylaxie et le suivre au cours de l'année, à savoir la vaccination déjà pour lutter contre les zoonoses telles que la rage, la vaccination des primates, également des félins comme le lion et la hyène. Il y a le déparasitage des animaux, le déparasitage des animaux qui permet également d'éviter des parasites pour les félins et également les primates. Il y a le suivi alimentaire, se rassurer, déjà faire un checking au niveau de l'aliment que les animaux consomment, tels que les félins, parce qu'une carcasse qui a été infectée peut transmettre également certaines zoonoses telles que la tuberculose aux félins. Donc, déjà de faire une inspection de l'aliment que les animaux, les pensionnaires consomment avant tout. Et il est aussi question de, lorsque on a des cas de maladie, de d'y apporter un traitement le plus rapidement possible et de manière très efficace pour pouvoir maintenir ces animaux en captivité, en vie et vu que le stress et tout, pour pouvoir les maintenir en bonne santé. C'est en gros il y a aussi le volet éducatif parce que c'est un lieu touristique où les, les habitants viennent, ou des étrangers également, viennent voir. Il faudrait aussi apporter des informations cohérentes et, et réelles sur ces pensionnaires-là, à savoir leur mode de vie, parce qu'il y en a il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui ont peur des animaux, qui ne les ont jamais vus, donc ils viennent par curiosité et ils viennent également pour s'informer. Donc, en tant que vétérinaire, le but est également d'apporter ce volet éducatif à aux usagers, permettre de mieux, d'enlever déjà cette peur. Parce que, comme pensionné également, nous avons les chauves-souris au jardin zoologique de Garoua. Donc, également, d'enlever ces stigmas qui reposent sur certains pensionnaires et de faire en sorte que tout le monde aime la biodiversité. Alors justement, vous parlez des chauves-souris. Moi, ça m'a intriguée quand quand j'ai fait mes recherches sur votre parcours et sur vos travaux. Pourquoi, Monique, vous avez choisi de vous intéresser spécifiquement aux chauves-souris? Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous a attiré? Et puis qu'est-ce qui vous fascine toujours aujourd'hui dans cet ordre d'animaux? Aujourd'hui, ce qui m'a attiré sur les chauves-souris, c'est, je vais dire, l'ignorance. L'ignorance face à ces mammifères-là.
L'ignorance, parce que j'étais au jardin zoologique, c'est une espèce qui est peu connue et mal comprise. J'ai eu quelques cas de chauves-souris là au zoo où ils mouraient de manière inexpliquée et je me suis dit, tiens, je connais pas grand-chose sur ces animaux-là. Je connais même pas comment faire et tout. Et il y avait aussi ce stigma sur eux, porteurs de coronavirus, porteurs du virus de la rage. Euh, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour valoriser cette espèce également dans le jardin zoologique? Alors, j'ai eu la grande chance d'intégrer le programme MentorBat, qui est un programme comme vous l'avez dit, qui permet aux jeunes professionnels qui veulent entrer dans la conservation et il est sous la tutelle de l'organisation Bat Conservation International et US Fish and Wildlife également. Donc, en intégrant ce programme, j'ai pu connaître l'écosystème des chauves-souris, leurs différents habitats, euh, les différents moyens de conservation de ces chauves-souris, également la grande et belle équipe qui s'occupe de là-bas, la grande et belle équipe mondiale qui s'occupe de cette espèce-là, cette espèce de mammifère. On a également pu faire des sensibilisations. On nous a également appris à gérer les programmes les projets de conservation grâce à ce programme Mentorbat-là. Donc, ça a été une grande opportunité pour moi parce que à travers ce programme, j'ai pu réellement savoir ce que c'est que les chauves-souris, connaître déjà les espèces qu'il y a au Cameroun et également c'est un programme qui relie trois pays, l'Indonésie, la Colombie et le Cameroun, dont également partager des expériences avec des collaborateurs qui sont dans ces pays-là, à savoir la Colombie et l'Indonésie. Et il y a eu aussi cette possibilité de, cette possibilité de mieux parler de cette espèce-là sur le territoire à travers des campagnes de sensibilisation à la télé et sur le terrain également lorsqu'on avait fêté euh, la journée de la chauve-souris. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas une image, alors c'est peut-être une image un peu européenne, mais en tout cas on n'a pas forcément une image très, euh, pas si c'est positive ou en tout cas une très belle image, comme vous dites, elle n'est pas forcément très valorisée, la chauve-souris. On les associe souvent à des risques zoonotiques. Vous qui les avez étudiés, qui les connaissez bien maintenant, euh, que peut-on dire aujourd'hui scientifiquement sur le lien entre les chauves-souris et les risques de zoonose? Ce qu'on peut dire scientifiquement, ça a été prouvé que certaines espèces de chauves-souris peuvent porter des virus, mais elles ne sont pas forcément, comment on appelle ça, elles ne peuvent pas forcément disséminer la maladie. Oui, les chauves-souris ont été toujours mal prises. Ça, c'est déjà sur un premier plan, sur... parce que les gens ne connaissent pas l'importance de cette biodiversité-là. Par exemple, nous allons voir que scientifiquement, ça a été prouvé que les chauves-souris ils servent dans d'autres pays, sont des grands pesticides naturels parce qu'ils consomment, les moustiques consomment des insectes nuisibles. Ils sont également des pollinisateurs qui permettent de transporter les graines de pollen parce que il y a plusieurs espèces. Il y a ceux qui sont frugivores
il y a ceux qui sont insectivores et il y a également les chauves-souris qui consomment du sang, mais c'est pas ici au Cameroun. Déjà, elle a été mal prise, cette espèce de mammifère. Or, elles ont une importance capitale. Par exemple, en Indonésie, ils exploitent les guanos qui sont les fesses de chauves-souris déjà pour fertiliser leur terre. Et en Amérique latine, la chauve-souris sert à polliniser l'arbre. En Indonésie, par exemple, la chauve-souris sert à polliniser le durian fruit. Je ne sais pas si vous connaissez. Et également, la téquilation, là, aujourd'hui, c'est grâce à la chauve-souris. Le baobab qui est dans la région du Grand Nord, c'est également la chauve-souris qui permet de... C'est par son tractus digestif que les grains de baobab germent plus rapidement et parviennent à... Et on a le baobab, le jus de baobab qui est un jus également prisé sur tout le territoire. Bon, à savoir le volet zoonose et chauve-souris, c'est pas parce qu'on est porteur d'une maladie qu'on peut forcément la distribuer. Et il a été prouvé que tant que la chauve-souris vit dans un environnement sain, où il n'est pas stressé, où il n'est pas attaqué, où son habitat n'est pas détruit, son environnement n'est pas attaqué, il ne dissémine pas de maladie. Une coexistence saine peut être facilement, peut exister entre la chauve-souris et l'homme, également la chauve-souris et d'autres animaux. J'ai pas encore fait une étude scientifique, mais par observation au jardin zoologique, j'ai pas eu de cas de rage parce qu'il y avait des chauves-souris aux zoo. Par observation, dans les zoonoses dont on accuse la chauve-souris n'affectent pas, n'ont pas affecté les pensionnaires du zoo parce qu'ils ne sont pas attaqués. Donc, il peut y avoir une coexistence. Et la chauve-souris, il a été également prouvé que lorsque la chauve-souris est attaquée par la salive ou par les fesses, elle peut disséminer à travers le stress, va faire en sorte qu'on va retrouver ces agents pathogènes dans les fesses. Mais une coexistence saine est bénéfique pour tout le monde. Très intéressant. Je pense qu'effectivement, il y a, c'est des propos qui intéresseront forcément nos auditeurs parce que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Euh, J'avais une question, Monique, sur, donc vous avez travaillé sur, bah, vous avez parlé de la rage, mais vous avez travaillé aussi sur d'autres zoonoses. Euh, Quel est le rôle du vétérinaire dans la prévention de ces maladies? Le rôle du vétérinaire dans la prévention de ces maladies est déjà la sensibilisation du public, parce que tout part de là. Des usagers sensibilisés permet déjà de mieux pouvoir gérer les cas de dissémination. Oui, il y a la sensibilisation. Le vétérinaire est un acteur très majeur parce que il permet également d'établir les plans, les stratégies de prophylaxie pour pouvoir éviter qu'on parle de ces maladies-là à travers la vaccination, à travers les vides sanitaires, à travers également des traitements qu'il administre en cas de maladie. Donc, c'est principalement le rôle des trois tâches qu'un vétérinaire doit pouvoir, que le vétérinaire a pour gérer les cas de zoonose. Et il y a également la surveillance épidémiologique qui permet également de récolter les données au fil du temps pour connaître pour connaître également où on en est avec cette pathologie-là, où on en est avec ces zoonoses-là.
Donc, on va relever 4 points. La sensibilisation, le vétérinaire doit être toujours prêt à sensibiliser déjà les usagers, la population face à ces maladies, adresser un plan de prophylaxie, une stratégie efficace qui permet d'adresser et à implémenter, une stratégie efficace qui permet d'éviter ces zoonoses-là, à soigner en cas de maladie, et également à faire une surveillance de ces maladies-là, où ils se trouvent, où il est en service. Et j'ai une autre question, Monique, qui est un peu liée, mais comment, donc on a parlé de l'approche One Health à plusieurs reprises là pendant notre entretien. Comment vous l'intégrez concrètement aujourd'hui dans votre quotidien, dans votre approche professionnelle? L'approche One Health, c'est une approche très essentielle déjà dans la conservation, également dans la surveillance épidémiologique. Parce que on dit chez nous au Cameroun que une seule main ne peut pas attacher un mets de pistache. Donc, il faudrait toujours avoir les 2 mains. Ça veut dire que il faudrait qu'il y ait des acteurs, pas forcément dans le même domaine, mais qui contribuent dans le domaine qu'ils sont à valoriser, qui contribuent dans le domaine qu'ils sont. On a par exemple, par le, le biais du programme Mentor, déjà au travail, au lieu de service, on a des forestiers, on a ceux qui sont spécialisés dans les forêts, ceux qui sont spécialisés dans la faune. On a également les vétérinaires. Nous ne faisons pas partie du même domaine, mais nous sommes là pour un seul but, qui est le but, c'est la conservation. Comment conservons-nous sainement tout cet environnement-là? Donc, il faut des approches pluridisciplinaires déjà. Pluridisciplinaires, ce qui permet d'avoir un impact de plus, d'avoir un plus grand impact. Parce que si, je vais dire tout bêtement, si vous, en tant que vétérinaire, vous savez seulement soigner les animaux malades ou éviter la prophylaxie et que vous avez euh, comment dire, un exploitant de bois qui ne connaît pas, qui ne sait pas peut-être à telle période, c'est pas propice pour le faire ou n'a pas cette approche-là, vous allez tous perdre. Parce que sans habitat, il n'y a pas des animaux. Les animaux s'en vont sans habitat. Il n'y a pas également parfois la nutrition. Il n'y a pas également la nutrition. Donc, cette approche-là également pluridisciplinaire permet de mieux faire. De mieux faire. On a également les agents de la santé publique parce que quand on n'arrive pas à gérer, quand il y a eu des cas peut-être, des zoonoses sont peut-être allés chez les hommes, il faudrait que le médecin humain puisse intervenir pour que le médecin humain puisse intervenir et de son côté également continuer à sensibiliser la population face à... Donc, on a besoin de tout le monde pour l'approche One Health. Tout le monde, tout acteur, le journaliste sensibilise également. Il permet également de mener des enquêtes plus approfondies sur le terrain et sensibilise également. Donc, il y a des écologistes qui permettent également de connaître, qui permettent de vous dire, voici, ici, vous êtes déjà en train de déranger cette espèce parce qu'on constate qu'ils ne sont plus là ou qu'ils ont migré ou qu'ils ne reviennent pas. Donc, et le virologue également qui a besoin de toujours tester, toujours connaître quel est l'état de santé de ces animaux, quel est l'état de... Donc, on a besoin de tout le monde pour l'approche One Health. C'est une approche qui est pluridisciplinaire et on a eu la chance par le programme MentorBat, d'avoir une équipe pluridisciplinaire, à savoir le docteur Atagana Patrick, qui est notre mentor pour le programme MentorBat,
pour la cohorte du Cameroun, qui, lui, il est biologiste, spécialiste également des chauves-souris. Il est à l'université de Ngaoundéré. Il y a le Cyril Mbou, qui est également virologue. Il a également travaillé sur les virus de la rage, spécialement sur les chauves-souris. Et il y a Aïcha N'Djamène, qui travaille sur la sociologie et l'environnement des chauves-souris, l'écosystème des chauves-souris. Donc, cette approche-là, et moi également, qui est vétérinaire, cette approche-là nous a permis de joindre nos deux mains, je vais dire nos quatre mains, pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir faire mieux. Et par ce programme, on a pu commencer à implémenter le projet sur une coexistence saine de Edelon elvum, qui est une espèce de chauve-souris frugivore, une coexistence saine dans la ville de Yaoundé et de Garoua, qui permet également de sensibiliser, apporter des informations réelles sur ces chauves-souris-là, sensibiliser la population et mettre sur pied des stratégies pour permettre à ce que cette espèce ne soit ni dérangée et ne dérange également pas les populations. Merci Monique, nous arrivons à la fin de notre entretien. J'aimerais que nous nous quittions avec une dernière question. Quel message souhaiteriez-vous faire passer aux jeunes, et notamment aux jeunes femmes, qui souhaitent s'engager en médecine vétérinaire ou dans la conservation de la nature au sens large? Bon, aux jeunes déjà qui souhaitent s'engager déjà dans la formation de médecine vétérinaire, je dirais, poursuivez vos rêves, allez-y, la médecine vétérinaire, c'est un métier avec, je vais dire, plusieurs possibilités, plusieurs débouchés. Allez-y. Et également, ceux qui veulent faire leur part dans la conservation. La conservation, c'est un domaine très vaste également, qui a besoin de beaucoup de ressources humaines, qui a besoin de beaucoup de ressources humaines et d'une grande expertise. Allez-y, aux jeunes femmes, ne vous découragez pas. Ça peut être peut-être contraignant pour celles qui veulent une vie de famille, mais avec une belle organisation, une femme peut parvenir à être acteur dans la conservation. Donc, c'est le message que j'ai à passer aujourd'hui aux jeunes gens et aux jeunes femmes également qui veulent faire leur part dans la médecine vétérinaire, également dans la conservation. Merci beaucoup, Monique. J'espère que votre message sera entendu. Et puis, je vous remercie plus globalement pour notre échange et pour votre engagement au croisement de la science, de la santé et de la conservation. Vous faites un travail au quotidien discret mais essentiel pour le bien-être sanitaire et la sensibilisation du grand public. Et donc, à travers votre parcours, vous nous rappelez que protéger la biodiversité, c'est aussi protéger la santé des populations humaines et que la science peut être une allée précieuse des efforts de conservation. Et donc je vous dis à très bientôt, Monique, et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Hélène. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast Les Rendez-vous de la Conservation pour découvrir d'autres voix inspirantes au service du vivant. À très bientôt pour un nouvel épisode.